mais dans la politique publique qui a été conduite. Mais est-ce que cette politique-là n'empiète pas sur d'autres politiques nationales? Et donc, c'est toutes ces questions-là, n'est-ce pas, que cette évaluation-là nous permet d'aborder. Mais je voudrais donc ajouter, donc, à côté de ces critères de cadrage habituels, mais la redevabilité. Cette évaluation nous permet d'être redevables vis-à-vis des partenaires, n'est-ce pas, mais qui sont donc impliqués dans le processus. Non seulement, mais cela, elle permet de s'assurer que la cible pour laquelle la politique a été menée a bénéficié de l'action. Il y a tellement de critères de cadrage qui existent, mais déjà, ceux-là sont les éléments clés que l'évaluation des politiques publiques peuvent nous aider, n'est-ce pas, à donc évaluer. Mais tout ça en lien avec les droits, n'est-ce pas, des enfants. Voilà. Et donc, je pense que j'ai pris suffisamment de temps. Je vais m'arrêter là et je me tiens à votre disposition. Vous pouvez revenir après. Je pense qu'on aura revenir sur certaines questions. Merci honorable. Je pense que les questions et les points évoqués sont extrêmement importants. Le rappel de l'adhésion de l'État de Côte d'Ivoire à la Charte africaine sur les droits des enfants et aussi à la Convention internationale sur les droits des enfants, mais aussi tout le travail qui est en train d'être fait au niveau national autour de la sensibilisation, les questions de budgétisation, comment est-ce qu'on a des budgets beaucoup plus sensibles aux droits des enfants, des adolescents et des jeunes. Nous avons été avec vous il y a quelques semaines, comme le représentant l'a rappelé, pour travailler avec vous, les parlementaires, mais également les vénérables sénateurs, sur les évaluations sensibles aux droits des enfants. Et je pense l'opportunité que vous avez donnée en rappelant certains des critères d'évaluation, notamment la pertinence, l'efficacité, la cohérence, mais surtout les questions de redevabilité, me permet de faire la transition vers Madame la conseillère régionale. Sur la base, aujourd'hui, Madame la conseillère régionale, des défis qui restent pressants en matière de développement, mais aussi de l'impératif que nous avons tous d'accélérer les résultats pour les enfants dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Pourriez-vous nous rappeler en quoi aujourd'hui les évaluations axées sur les droits des enfants, des adolescents et des jeunes sont-elles primordiales? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais également saluer l'ensemble des personnes et personnalités présentes, tous les protocoles observés. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ici à l'occasion du FIF 2025. Merci beaucoup, Ndej, pour l'excellente question. Je pense que j'aimerais bien rappeler quelques données de base pour essayer donc un peu de situer, parce que j'ai bien apprécié les intervenants précédents, M. le DG qui a parlé de l'importance des données, M. le représentant du Parlement. Alors, le continent africain aujourd'hui représente à 46%, les moins de 18 ans, donc la définition, les enfants représentent 46% de la population. Si on ajoute les jeunes, les moins de 25 ans, nous sommes à plus de 60%. Ce sont des données très importantes, et des données qui nous rappellent que nous sommes dans un continent extrêmement jeune. Au cours des dernières décennies, ce qu'il faut aussi rappeler en toile de fond, c'est que l'Afrique, globalement, a fait d'énormes progrès. Des progrès en matière de développement humain et des progrès en ce qui concerne surtout les dimensions clés pour l'enfance. Pour vous donner une idée précise, je prendrai juste quelques indicateurs liés à ce qu'on appelle le développement et la survie de l'enfant. Entre 2000 et 2022, il y a eu vraiment des progrès énormes et plus de 50% de diminution de ce qu'on appelle l'indicateur clé de la mortalité des enfants de moins de 5 ans.
Au-delà de cet indicateur qu'on appelle Under 5 Mortality Rate, donc le taux le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, représente la qualité du développement et les efforts accomplis. Ça vous donne une idée en fait des progrès. Mais il reste quand même, on a beaucoup de défis qui restent. La question des malnutrition chronique ou encore des retards de croissance également reste des défis importants en Afrique malgré des efforts qui ont été réalisés. Des défis restent, par exemple, des défis restent dans le domaine de l'éducation nationale. On parle beaucoup donc des progrès réalisés en matière donc, de l'accès, mais reste beaucoup la question des enfants dehors de l'école, la question du renforcement des skills et des compétences clés pour la transformation structurelle des économies africaines, qui sont des objectifs phares pour l'Union africaine, reste quand même. Donc il y a vraiment des défis qui restent, mais des progrès ont été réalisés. Et la majorité, donc c'est dans ces cadres-là en fait que aujourd'hui nous discutons peut-être la question de l'évaluation et son importance pour accélérer les résultats. On ne peut pas, donc si on doit rester dans cette trajectoire, certes, qui nous donne de l'espoir, mais qui reste quand même lente, on ne pourra pas progresser comme nous le voulons si nous ne changeons pas un peu nos pratiques. Donc, comme j'ai tendance à le dire, nous ne pourrons pas continuer à plus ou moins programmer ou planifier comme d'habitude. Et encore une fois, des solutions existent. Et les évaluations, donc, constituent un outil stratégique pour identifier les solutions qui marchent. Les solutions locales qui marchent, by the way. Et c'est vraiment très important dans plusieurs domaines. Et là, ça interpelle un peu la question de l'utilisation. Donc, dans les pays de l'UMOA, comme ça a été déjà rappelé cette matinée, s'inscrivent dans ce qu'on appelle la réforme donc, de la gestion axée sur le résultat, avec bien sûr la chaîne donc, de planification, programmation, budgétisation. C'est vraiment une chaîne importante et l'évaluation est au centre. Donc, si nous voulons, je dirais, faire changer les choses et agir très vite et accélérer les résultats pour un continent jeune, avec donc les enfants, les adolescents et les jeunes qui représentent plus de 60% de la population et qui débordent, comme ça a été rappelé par les représentants de l'UNICEF, des créativités, il nous faut changer donc la manière dont nous planifions et il nous faut orienter les ressources financières dont nous disposons, avec bien sûr qui ne sont pas des ressources énormes, d'une manière stratégique, et l'évaluation est au cœur du dispositif d'efficacité des dépenses publiques et au cœur des dispositifs donc d'accélération des résultats pour atteindre les objectifs donc je veux dire nationaux en étroite corrélation avec les objectifs des développement durable, mais aussi ceux de l'Union africaine. Donc maintenant j'aborde la question de l'évaluation sensible aux enfants. C'est comme j'ai tendance à dire, donc toute évaluation que nous puissions faire devrait être de facto à s'assurer donc de la participation qui est un des principes directeurs de la Convention des droits de l'enfant, mais également un principe rappelé également dans la Charte africaine pour le bien-être des enfants. Donc je ne sais pas si le temps me le permet pour aller dans ce domaine maintenant. On pourra revenir vers vous. Déjà, merci beaucoup, Madame la conseillère régionale, pour ces éléments. Je pense que vous avez mis l'accent sur la population jeune qu'on a. Autrement, en utilisant les résultats des évaluations et en mettant au cœur de nos programmes les solutions locales qui manquent. Donc, vous avez vraiment parlé aussi de la participation des jeunes et ça me permet de m'adresser à Madame la secrétaire générale adjointe du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire pour vous demander de nous parler un peu du rôle que joue la jeunesse dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques en Côte d'Ivoire. J'ai l'honneur de pouvoir prendre la parole à ce panel. Je représente le président du Conseil national des jeunes. Je ne prétends pas représenter les jeunes, mais je représente déjà le président. Et dans le conseil, je suis au niveau du suivi-évaluation. Donc je pense que c'est ce qui justifie qu'il m'ait désigné pour venir le représenter à ce panel. La participation des jeunes en ce qui concerne l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques se matérialise dans leur capacité à se faire entendre déjà leur voix.
je dirais, notre voix. Et donc, le Conseil national des jeunes, je peux dire, met ensemble tous les jeunes de toutes les obédiences en Côte d'Ivoire. Donc, je parlerai de l'exemple du Conseil national des jeunes, mais par extension, on pourra l'étendre aux expériences que nous avons avec les jeunes en général. Au niveau du Conseil, déjà, le Conseil est un organe consultatif et qui a pour objectif de porter les aspirations des jeunes auprès du gouvernement sous la forme de plaidoyer. Et ce plaidoyer est fait par nos commissions thématiques. Donc, nous avons plusieurs commissions thématiques qui travaillent sur des questions et qui font des propositions que nous remontons vers le gouvernement dans les espaces qui nous sont dédiés. La composition même du Conseil national des jeunes elle fait en sorte de donner la voix, je pense, au maximum de jeunes. Nous avons les jeunes de la société civile, les jeunes des associations de jeunesse, des organisations d'éducation, d'encadrement des jeunes, de la jeunesse politique. Vraiment, ce sont toutes les jeunesses qui y sont représentées. Et donc, ce que je veux dire ici, il y a un cadre institutionnel, un cadre qui permet aux jeunes de faire entendre leur voix. Donc, comment ils pourront le faire, c'est déjà comment dire ça, de se structurer, d'accéder à ce cadre-là et de pouvoir faire entendre leur voix à travers les différents programmes qui sont faits. À notre niveau, le Conseil national intervient déjà au niveau de tout ce qui est élaboration des politiques publiques. Je sais qu'on a participé à l'élaboration du programme jeunesse 2022-2025. Et puis, le Conseil est représenté dans certaines instances nationales, comme le Conseil d'orientation de l'Agence Emploi Jeunes. Nous avons aussi le Bureau de coordination Pôle emploi, l'Office national du service civique, le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Donc, le CNJ y siège, et donc ce sont des canaux par lesquels la voix des jeunes peut être entendue. Ce ne sont pas des canaux exclusifs, mais je donne l'expérience du Conseil national des jeunes. Donc moi, je conclurai en disant qu'il y a un cadre qui est là pour que les jeunes puissent se faire entendre. Et puis on verra maintenant comment le grand dynamique et puis permettre à toutes les franges de jeunesse d'y avoir accès. Merci. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire générale. Je pense que vous avez évoqué un aspect important qui est pour différents démembrements, mais aussi faire entendre la voix des jeunes à travers le plaidoyer. Ça représente des interventions et des actions importantes pour que les droits des enfants, des jeunes et des adolescents soient bien pris en compte, mais aussi que ça soit fait avec eux, pas seulement pour eux. Nous avons aujourd'hui Madame Koné, qui est la présidente de RIF-EVAL, qui est une association nationale d'évaluation constituée exclusivement de femmes, si je me trompe. Donc ça, c'est aussi un élément important dans le dispositif et c'est une instance, une organisation avec laquelle nous collaborons beaucoup. Madame Koné, sur la base de ce que vous avez entendu de la part de l'État, du Parlement, mais également des jeunes, aujourd'hui, en tant qu'association nationale d'évaluation, quel est le rôle que vous jouez dans la mise en œuvre de la loi sur l'évaluation des politiques publiques en faveur des jeunes, des adolescents et des enfants? Merci à tout le monde ici. Merci à monsieur le directeur. Merci à tous les membres, tous les partenaires ici présents. C'est vraiment un honneur pour moi ici, aujourd'hui, de prendre la parole en tant qu'acteur de la société civile, en tant que présidente fondatrice du RIF-EVAL, une organisation qui fait la promotion de l'évaluation auprès de la gente féminine. Surtout, permettre aux femmes de s'approprier les outils d'évaluation, de faire de l'évaluation une culture, l'évaluation au quotidien. Et je voudrais remercier vraiment l'UNICEF, remercier la direction générale du plan et plusieurs partenaires ici qui ont cru en la vision du RIF-EVAL et qui accompagnent le RIF-EVAL dans la mise en œuvre de ces activités. Alors pour le RIF-EVAL, nous allons dans une logique où nous disons que c'est l'évaluation qui ne laisse personne de côté.
Je suis là aujourd'hui et je suis vraiment heureuse de voir que sur ce panel-là, ce plateau, nous avons 4 femmes avec 2 hommes. Voilà. Je regarde dans le rétroviseur en arrière, il y a 2 ans, 3 ans, ce n'était pas vraiment le cas, ce n'était pas du tout évident. Quand j'ai regardé la salle ce matin, j'ai demandé à ma collaboratrice là, mais tu vois combien de femmes à peu près, quel est le pourcentage qu'on pourrait donner? Elle me dit 30, j'ai dit non. C'est peut-être moins, plus, mais il y a vraiment un pas qui a été fait. C'est surtout ça aussi. Permettre aux femmes de prendre l'évaluation au cœur de leur développement. C'est ce qui va permettre l'autonomisation permanente et durable, surtout. Et qui dit femme, dit enfant, dit adolescent, dit jeune. Et c'est pour ça que le modèle Rifeval, c'est vraiment d'impliquer tout le monde, surtout les femmes, les jeunes, les enfants, les adolescents. Et surtout nous appuyer sur l'expérience des hommes qui ont été vraiment beaucoup impliqués en matière d'évaluation, qui maîtrisent mieux depuis toujours. Et nous appuyons sur les hommes pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça que le Rifeval a initié pour pouvoir permettre quand même aux jeunes, aux adolescentes et autres de faire de l'évaluation un quotidien à tous les niveaux en fait. Même quand on prend au niveau des études, je prends l'élève de 3e ou bien même de CM2 qui se dit que je dois passer mon entrée en 6e en fin d'année. Il faut que je puisse étudier. Mes faiblesses, par exemple, c'est à tel niveau, tel niveau. À un moment donné, il faut que l'enfant puisse s'arrêter. Et puis, avec le parent qui est à la maison, on se dit, mais aujourd'hui, l'enfant est en train d'avancer, effectivement, ses notes en mathématiques, c'est bien, mais en français, c'est pas trop ça. Est-ce qu'il ne faut pas un maître de maison pour appuyer l'enfant au niveau du français, par exemple? Et l'enfant lui-même, il doit se remettre en cause. Ah, j'ai eu 0 en dictée, même si j'ai eu 50 ou bien 49 sur 50 en mathématiques. Le français me permet de mieux maîtriser les maths, par exemple. Donc, il faut que je me donne plus de moyens pour pouvoir avancer au niveau du français. Et c'est ça, l'auto-évaluation. Ramener les outils de l'évaluation au niveau des enfants, au niveau de tous ceux qui sont au niveau de la société civile, par exemple. Les femmes qui vendent au marché, les jeunes qui ont fini leurs études, qui sont au chômage. Comment les amener à prendre l'évaluation qui a été institutionnalisée en Côte d'Ivoire, qui devient un métier à part entière, à prendre cette évaluation pour en faire un métier, une profession. Et nous avons donc initié la première édition des Journées féminines de l'évaluation en Côte d'Ivoire, les JFEVAL, en 2024. Et avec l'accompagnement, l'appui de monsieur le directeur du plan ici, de l'UNICEF, donc du ministère du plan, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de leçons à apprendre à ce niveau-là. Emmener les enfants qui sont aux abords de l'apprentissage avec les parents. Et nous nous appuyons sur les différentes fédérations, leurs coopératives, et surtout qui ne sont pas forcément dans les grandes villes, qui sont à l'intérieur, au niveau des différentes régions. Comment ramener l'évaluation à ce niveau-là, dans les régions, dans les coins les plus reculés, que les enfants s'approprient l'évaluation auprès de leur maman, auprès des coopératives et autres, pour les accompagner utilement. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là aussi. Heureusement, avec la politique publique aujourd'hui qui a été validée, et avec, j'ai suivi ce matin monsieur le directeur du Bénin qui disait qu'il y avait un fonds qui avait été mis en place pour l'évaluation et autres. Je dis, ben, c'est bien, ça va permettre quand même aux organisations de la société civile qui se sont données pour mission de faire la promotion de l'évaluation comme un outil d'autonomisation durable, de développement durable, de pouvoir avoir des fonds à tout moment pour pouvoir mener les activités, en plus des fonds qu'on a déjà à travers l'UNICEF, l'UNSPE, avec la politique du gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes de plus en plus qui sont la frange de la population la plus vulnérable, je dirais. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Le décret a été validé pour la ZLECAF.
c'est-à-dire l'ouverture des frontières au niveau commercial et autres. Et on a mis en place un comité des femmes exportatrices et autres, tout ça. Mais est-ce que, quand on part, par exemple, au niveau des régions, au niveau des coopératives, des chaînes de valeur agricole, est-ce que les transformatrices et autres, est-ce que les commerçantes partant de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'elles sont prêtes pour pouvoir affronter cette concurrence qui vient? Est-ce qu'elles sont à jour? Et c'est en cela qu'on appelle à l'expertise des jeunes. Avec l'IA qui rentre en compte, et les enfants sont plus à même de pouvoir accompagner les parents. Moi, personnellement, je ne maîtrise pas ces choses-là trop. L'IA, mais je me rends compte que facilement, je vais sur ChatGPT, je pose des questions, et puis on me donne les trucs. Mais je m'appuie sur mon fils qui est tout jeune, et lui, quand tu lui dis un truc, rapidement, il te sort les données. Donc, ça veut dire qu'il faut impliquer de plus en plus les enfants et les amener à vouloir aller à la perfection. Parce que c'est ce que l'évaluation nous permet, en fait, de nous recadrer nos visions en fonction des résultats qu'on souhaiterait atteindre. Et si nous éduquons nos enfants dans ce sens-là, avec l'évaluation au cœur et au quotidien, comme un outil au quotidien, je pense qu'on aurait tout gagné. Merci beaucoup, Madame Koné. Je pense que vous avez beaucoup insisté sur le couple mère pour nos enfants, mais aussi investir dans la jeunesse. Mais je pense que j'ai le plus retenu, c'est la démocratisation ou la démystification de l'évaluation. Que l'évaluation puisse rentrer jusque dans nos foyers, que l'évaluation aussi puisse nous accompagner à enrichir, à développer nos et que ça ne soit pas seulement quelque chose qu'on utilise pour les politiques publiques au niveau national, au niveau programmatique. Je pense sur ce, on va prendre quelques interventions du public, s'il y a des questions, des réactions du public à l'endroit de nos panélistes. Et si le temps nous le permet, nous allons leur permettre de redonner un peu leur perspective sur la base des différentes interventions que les panélistes qui sont quand même issus de domaines différents, la perspective diversifiée qu'on a eue ici cet après-midi, de voir un peu comment est-ce qu'on peut capitaliser tout ça pour en tout cas en faire un point de départ dans le cadre de l'activité du FIFE, mais également après. Donc, quelques interventions dans la salle ici. Vénérable. La question est de demander, le Conseil national, madame, que vous représentez, quel est votre rôle et votre place dans le dispositif de suivi et évaluation du gouvernement de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes impliqué concrètement dans le dispositif, dans l'élaboration, dans les rapportages? Est-ce qu'au niveau du Parlement, on vous invite à donner votre point de vue, à évaluer, à contribuer, à aider aussi les parlementaires dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques? Madame, est-ce que le Conseil national de la jeunesse produit des rapports de contribution pour donner des contributions pour une meilleure implication des jeunes dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques? Madame, le Conseil national de la jeunesse, est-ce qu'il joue un rôle primordial et important pour promouvoir l'évaluation des politiques publiques, c'est les jeunes? Est-ce que vous organisez des panels pour les jeunes? Est-ce que vous organisez des forums pour impliquer les jeunes, pour un peu inciter les jeunes à avoir l'amour de l'évaluation et à aller consulter les rapports d'évaluation, que ce soit dans les niveaux des communes et aussi un rapport du gouvernement de la Côte d'Ivoire? Je vous remercie, madame. Merci pour la question. Elle a dit, au niveau du Parlement, c'est une activité qui est vraiment toute récente, parce que c'est vraiment maintenant que les commissions d'évaluation des politiques publiques ont été mises en place. Ce qui est vraiment justifié, je l'ai dit ce matin, le lecteur peut pas juge et parti. Donc il est intéressant qu'il y ait des regards extérieurs sur les politiques publiques qu'ils ont élaborées et qu'ils ont mis en exécution. C'est pour ça que le Parlement a un rôle important à jouer. Et aussi, le représentant du Congo qui disait qu'il y a une appréhension au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire que les gens ont une certaine peur lorsqu'on parle d'évaluation. C'est une réalité, parce que quand on va vers eux pour évaluer, ils ont l'impression qu'on vient pour faire un audit, ce qui est différent. L'évaluation, ce n'est pas un audit. On fait l'évaluation pour relever les points de faiblesse et faire des recommandations. Mais lorsque vous allez, on ne veut même pas vous recevoir.
Et j'en sais quelque chose parce que dernièrement, nous avons fait une évaluation du transfert de compétences aux collectivités territoriales. Les gens étaient méfiants parce qu'ils détiennent encore des compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales. Donc, ils voyaient en nous des gendarmes, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour dire un peu que concernant les enfants, au niveau du Sénat, notre commission, en tout cas, nous avons décidé de nos prochaines activités d'ancrer de s'ancrer sur les enfants. Notamment, il y a 2 politiques publiques majeures qui ont été menées, notamment la gratuité ciblée au niveau de la santé et puis également l'école gratuite. Donc vraiment, ce sont des équipes qui sont menées depuis longtemps. Ça engrange beaucoup de sous. Il est temps qu'on puisse savoir quel résultat ça donne, quel est l'impact sur le niveau de scolarisation et puis quel est le niveau de santé au niveau des enfants. Merci beaucoup. Chers panélistes, je suis Moustapha Dabo et je suis évaluateur émergent venu du Sénégal et je suis aussi activiste défenseur des droits de l'enfant auprès de UNICEF Sénégal. Mon intervention sera axée sur la participation notamment des enfants dans les politiques d'évaluation qui sont menées par les différentes organisations. Je pense qu'il faut aller au-delà de la simple implication des jeunes dans la mise en œuvre des activités. La participation, elle va au-delà de la mise en œuvre des activités. La participation, c'est de la conception de l'activité à son évaluation. Parce que souvent, lorsque les organisations viennent pour évaluer les programmes qu'ils ont eu à dérouler dans un territoire donné, ils s'adressent directement aux collectivités territoriales, ils s'adressent directement aux autorités. Mais ces autorités-là sont des gens qui, pour la plupart, connaissent les attentes des organisations et vont leur donner exactement ce qu'ils veulent entendre. Mais si vous vous dirigez directement sur les enfants, là, vous avez des données vraiment qui sont des données innocentes, je vais dire, et qui décrivent la situation réelle du milieu. L'autre chose aussi, c'est que le fait de passer par des enfants, ça permet aussi de diminuer le temps de l'évaluation. L'évaluation, ça prend beaucoup de temps. Mais si vous venez sur un terrain, vous trouvez des acteurs communautaires qui sont là, des relais qui sont là. C'est des gens qui connaissent déjà la réalité du terrain et qui peuvent vous aider à économiser votre temps. Concernant cette participation-là, j'aimerais beaucoup féliciter la Côte d'Ivoire, UNICEF Côte d'Ivoire et le Parlement ivoirien que j'ai moi-même reçu à Sédhiou, dans ma commune, à 400 km de Dakar. Ils étaient venus pour partager l'expérience du conseil municipal des enfants. Et là, c'est vraiment un exemple de participation, car ils n'ont pas sous-estimé les jeunes que nous étions. Ils ne sont pas venus voir le maire, ils sont venus me voir moi, en tant que maire des enfants, et mes camarades, pour qu'on leur explique comment est-ce que ça marche, comment est-ce que nous, les enfants de Sédhiou, nous participons à l'élaboration des politiques, mais surtout à la budgétisation sensible à l'enfant. Et nous espérons que la Côte d'Ivoire va institutionnaliser avant le Sénégal, puisqu'au Sénégal, on est dans les démarches, le Conseil municipal des enfants et pourquoi pas le Parlement national des enfants ivoiriens. Merci. Merci beaucoup, Mamadou, pour ce... De l'UNICEF, où j'ai travaillé pour la revue dans le cadre de la Covid avec, n'est-ce pas, les enfants, et j'ai appliqué la méthodologie cartographie corporelle, où les enfants se sont exprimés. Et personnellement, je ne pensais pas que la Covid avait un impact sur les enfants. Mais à travers cette méthode-là, les enfants se sont exprimés. Et certains même ont dit que pendant la Covid, ils étaient stressés. C'était la première fois que j'entends un peu ces paroles-là. Par la suite, j'ai été également aussi, je suis également membre du groupe de référence de l'UNICEF, où nous travaillons, n'est-ce pas, sur l'évaluation l'analyse, n'est-ce pas, des évaluations. L'expérience que j'ai pour la Côte d'Ivoire et à l'international, c'est que les enfants ou bien les jeunes ne sont pas assez impliqués dans les évaluations. C'est mon point de vue. Lorsque, par exemple, nous prenons au niveau international, il y a un groupe qu'on appelle Eval Youth. J'ai la chance d'être membre du groupe des mentors d'Eval Youth. Et dans ce groupe-là, on match, n'est-ce pas, des jeunes avec des évaluateurs seniors pour leur apprendre un peu comment faire l'évaluation. Mais lorsque je regarde un peu en Afrique de l'Ouest ou bien en Côte d'Ivoire, ce programme-là, pour le moment, n'existe pas. Et je voudrais peut-être m'adresser à Madame la représentante de l'Afrique régionale pour voir est-ce que l'UNICEF pourrait peut-être répliquer un tel programme qui, je crois, existe déjà avec d'autres agences telles que l'UNFPA, où il y a des stages même pour des jeunes, afin de leur permettre de pouvoir apprendre l'évaluation. Et en termes également aussi
de promotion, n'est-ce pas, de l'évaluation en Côte d'Ivoire. 2 évals que j'ai l'honneur, n'est-ce pas, de présider. Nous avons mis depuis près de 10 ans le prix d'excellence évaluation d'or. Et la plupart, n'est-ce pas, des lauréats dans les catégories mémoire et thèse, ce sont des jeunes. Et pour nous, nous encourageons vraiment cette initiative et nous appelons vraiment à ce que les jeunes et les enfants soient davantage impliqués. Et pour terminer, je voudrais dire qu'au mois de novembre, dans le cadre des 10 ans de 2 Eval, nous avons organisé un after-work avec comme invité spécial le Conseil national des jeunes, mais également aussi le Parlement des jeunes, que souvent je vois sur Facebook, mais dans nos rencontres, bon, c'est rare vraiment que je puisse les voir. Donc je voudrais vraiment inviter à ce que tous ces parties prenantes-là soient davantage impliqués dans l'évaluation, afin d'avoir des voix aussi pour nous permettre de pouvoir améliorer nos recommandations. Merci. Merci beaucoup, M. Kwaku. Je suis M. Ngota. Je représente la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, qui est une entité ivoirienne qui s'occupe des questions de prévention et de lutte anticorruption. Alors, avant de poser ma question, si on veut se référer à la définition de la jeunesse, madame, je suis également jeune, si on s'en tient à la définition africaine, parce que je pense que je suis encore dans les 15-35 ans. Alors, oui, c'est justement pour inviter l'UNICEF. C'est vrai que peut-être j'avais fait le tour avec le Parlement, mais nous aussi, à la HABG, on produit ce qu'on appelle les rapports annuels d'évaluation sur les activités et réformes qui sont liées à la prévention et à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Et on avait une conception avant un peu plus liée aux agences de l'État. Mais cette année, par exemple, on a inclus dans l'évaluation la question qui est liée aux journalistes d'investigation. Et cette année-là, justement, pour les prochains rapports, on va inclure les femmes. Et justement, j'aimerais bien avoir vos lumières sur justement les questions qui sont liées aux méthodologies d'évaluation sexo-spécifiques, mais vraiment spécifiques aux questions de l'enfance, de sorte que justement, on puisse inclure ces variables-là dans la méthodologie d'évaluation quand on va la lancer. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Le micro, juste pour dire que nous reconnaissons tous les efforts qui sont faits par l'UNICEF, surtout en matière de l'évaluation sensible aux enfants et à la femme. Je le dis parce que pendant la Covid, lorsque tout le monde entier pensait que tout était à l'arrêt, l'UNICEF travaillait. L'UNICEF a travaillé ici et nous avons eu à faire l'étude sur les conséquences de la Covid sur les femmes et les enfants. Ensuite, les conséquences de la Covid sur les services sociaux de base et les ménages. Il faut dire que ce sont des études qui ont permis de savoir exactement quel était le rôle des enfants et qu'est-ce que les enfants enduraient pendant cette crise. Et ce qui était intéressant en termes de méthodologie, je vais dire là que c'était une méthode quantitative que nous avons utilisée pour faire ce travail, là où peut-être on pensait que c'était juste les méthodes qualitatives qui marchaient. Et la dernière étude même a permis à l'UNFPA et au PNUD de prendre la relève. Donc c'est juste pour vraiment dire que l'UNICEF fait assez et vraiment utilise des méthodes variables pour faire ces évaluations. Merci. Merci beaucoup, Dr. Coulibaly. Madame la modératrice, mon nom c'est Jean-Jacques Olivier Mongo. Je suis le conseiller du bureau de l'UEMOA ici en Côte d'Ivoire. Mais dans les fonctions passées, récemment, donc jusqu'en 2022, j'étais le chef de la division suivi évaluation des politiques et programmes de l'UEMOA. Alors j'interviens d'abord, c'est pour encore une fois remercier les organisateurs du forum en général, mais surtout ce panel, et saluer la pertinence de ce panel qui ramène un peu l'attention, faire le focus sur les enfants. Donc je salue les panélistes. Et, alors le sens de mon intervention, c'est d'abord en premier lieu informer, passer l'information que la commission de l'UEMOA depuis 2019 a travaillé à adopter une stratégie communautaire de développement du genre dans l'espace et dont la mise en œuvre est en cours depuis bientôt 4 à 5 ans à travers la mise en œuvre des schémas d'institutionnalisation du genre. Je pense qu'avec l'ONU Femmes qui est dans les États assez... Donc,
Alors, dans cette logique, ce que je retiens qui est quand même une leçon, c'est que nous avons discuté ce matin sur la nécessité d'institutionnaliser l'évaluation dans l'espace et dans les États. Et pour nous, je crois que lorsqu'on se met donc dans l'élaboration et l'adoption d'une directive communautaire, cette plénière-ci nous interpelle de la nécessité de mettre focus particulier sur justement les enfants et l'enfance en général, au-delà des questions globales du genre. Alors, donc, je voudrais donc rassurer Madame, voilà, donc la conseillère en évaluation au niveau régional et souhaiter mettre justement l'UNICEF au niveau régional en contact avec notre direction en charge du genre au niveau du département du développement humain dans cette perspective. Alors, deuxième élément, c'est quand même saluer vraiment tous les panélistes, les éminents panélistes, et saluer l'intervention particulière de Madame Koné, donc la présidente de RIFEVAL, c'est ça. Et vraiment, on a retenu que bon, l'évaluation, elle n'est pas que voilà, donc, sur le plan institutionnel au haut niveau, mais on peut la ramener au niveau du ménage. Ça, c'est un message qui m'a personnellement, en tout cas, qui est passé à mon niveau. Et je voudrais donc la compléter en disant, donc si on est dans cette logique et qu'on est d'accord sur ça, et le devoir du parent, c'est déjà aussi de fixer des objectifs à l'enfant. Et ça, c'est le complément que je voulais faire. Parce que vous avez évoqué l'auto-évaluation. Mais donc, si on veut être dans la bonne dynamique d'évaluation, il faut que les parents fixent des objectifs, que ce soit scolaire ou même de niveau de développement social de l'enfant, ainsi de suite. Donc, c'est la petite contribution que je voudrais faire et vous remercier davantage. Merci beaucoup. Diabaté, donc si vous pouvez rapidement résumer. D'accord. Merci beaucoup, Madame la modératrice, pour la parole. Et merci encore pour tous les panélistes ici présents. Alors, je réponds au nom de Diabaté Djenebou, je suis consultante. Et ce soir, je voudrais partager de façon brève mon expérience avec UNICEF en termes de capitalisation de tout ce qui est devoir et tout ce que les jeunes pourraient apporter dans tout le processus d'évaluation. Alors, chaque année, l'État rédige un rapport, donc le rapport sur le devenu de la population de Côte d'Ivoire. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'élaboration de ce rapport en tant que jeune. Donc, durant tout le processus, j'ai intervenu pour pouvoir mettre en place, en fait, toute une stratégie et pouvoir collecter également les données. Donc, auparavant, ce qui était juste la collecte quantitative, nous avons ajouté quelque chose, donc l'aspect qualitatif, de telle sorte à avoir la perception des jeunes sur toutes les thématiques qui les intéressaient. Et ce rapport-là a permis vraiment d'avoir différentes observations des jeunes, donc tout ce qui pourrait leur permettre aujourd'hui de pouvoir se mettre au devant de tout ce qu'on est en train de faire. Donc, ainsi, la méthodologie qu'on a pu utiliser a permis vraiment de pouvoir dégager un certain nombre de perspectives pour pouvoir mettre les jeunes au cœur de toutes les politiques qui puissent exister et également dégager des recommandations clés qui permettront à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir prendre des décisions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Johnson Kouissi, je viens du Togo, du ministère de la Planification et du Développement et de la Coopération. Également, l'UNICEF nous accompagne au Togo. Comme l'a dit l'intervenant passé, au moment de la Covid, nous avons eu à faire l'évaluation MAR, c'est-à-dire c'était l'évaluation rapide dans le milieu de l'action. Et également, l'UNICEF nous accompagne dans l'analyse de budgets sensibles aux secteurs sociaux. Alors, je voudrais demander aux intervenants de la Côte d'Ivoire, puisqu'on a vu qu'à leur niveau, il y a une loi par rapport à l'évaluation, pour parler d'évaluation des politiques publiques sensibles aux enfants, c'est que nous avons des politiques publiques sensibles aux droits des enfants. Alors, quels sont les mécanismes
mises en place au niveau de la Côte d'Ivoire, aussi bien au niveau du plan que de l'Assemblée, que nous assurons pour s'assurer que nous aurons des évaluations vraiment sensibles aux droits des enfants. Parce qu'après ici, quand on va parler des évaluations des politiques publiques, on va s'intéresser à d'autres thématiques. Et s'il n'y a pas vraiment des gens pour s'assurer que nous devons voir est-ce que nos politiques publiques vraiment sont sensibles aux enfants, vous voyez. Je voudrais partager aussi l'expérience du Togo. L'UNICEF nous accompagne et bientôt, nous voulons introduire dans une formation qui se fait à l'Université de Kara en matière de suivi et évaluation, une formation sur les techniques d'évaluation centrées sur les enfants. Je pense que ça aussi, ce sont des pistes pour nous permettre dans les différents centres de formation de pouvoir déjà dès le départ faire en sorte qu'on puisse mettre le focus sur les droits des enfants dès le départ pour assurer des évaluations sensibles aux enfants. Merci. Merci, monsieur. Chers panélistes et chers participants, je voudrais féliciter aussi à mon tour tous ces intervenants et surtout les dynamiques panélistes qui nous instruisent cet après-midi. Je suis donc l'honorable Touré Massara, vice-présidente de la Commission de l'évaluation des politiques publiques au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et je suis l'honorable de Yamoussoukro, celle-là même qui vous accueille avec, bien sûr, nos parlementaires du Sénat, parce que le Sénat est logé ici à Yamoussoukro. Ma question est la suivante. Quelle synergie peut-elle être établie entre les évaluations réalisées par l'UNICEF et les activités de la Commission parlementaire d'évaluation? Car nous pensons que les évaluations conduites par l'UNICEF peuvent être une source de données documentaires pour alimenter les débats au sein des commissions parlementaires sur la prise en compte des aspirations des enfants et des adolescents dans les politiques publiques. Je vous remercie. Je n'ai pas été long. Merci beaucoup, honorable. Vous n'avez pas... Donc, tous les intervenants qui ont posé des questions et qui ont fait des contributions, et particulièrement notre intervenant Yves, voilà, du Sénégal. Merci pour votre question, qui permet de faire l'état des lieux sur l'existant et puis les nombreux défis que nous avons à relever en matière d'intégration de la dimension jeune dans le dispositif gouvernemental. Donc, quel est le rôle du Conseil national des jeunes dans le dispositif de suivi et évaluation du gouvernement? Je résume ça comme ça. Je l'avais dit déjà que le Conseil national des jeunes est dans certaines instances nationales et porte la voix des jeunes. Maintenant, il faut dire que le Conseil dépend aussi, comment dire ça, à son ancrage institutionnel auprès du ministère de la Jeunesse. Donc, c'est important de le signifier. Donc, nous contribuons aux politiques orientées jeunes, pas à l'ensemble des politiques publiques nationales. Donc, je dirais que c'est un défi peut-être à relever, mais la question est jeune. Je pense que ça a été dit dans la salle, que la question même du suivi et évaluation au niveau des politiques publiques est quand même matière jeune en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Donc, nous sommes dans un processus qui va suivre son cours. Donc, je note les éléments que vous avez relevés comme des propositions que nous allons porter à qui de droit pour que nous puissions élargir notre champ d'opération. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons lancé la consultation nationale des jeunes. C'est un projet qui est en cours, il est déjà monté. Je crois qu'on doit boucler quelques aspects financiers et le mettre en œuvre. Donc, il y a une consultation nationale des jeunes sur toutes les politiques publiques qui ont été mises en place pour les jeunes, pour que les jeunes donnent leur avis dessus. Donc, ce projet, il est là, il est déjà conçu. Et le 12 août, nous avons prévu aussi une cérémonie qui est comme une cérémonie de plaidoyer où nous aurons le ministre et certains membres du gouvernement. Et on va réunir autour de 3 000 à 5 000 jeunes qui pourront faire aussi un plaidoyer direct vers les membres du gouvernement en ce qui les concerne. Donc, c'est pour donner un peu les actions que nous avons fait, que nous faisons à ce niveau-là. Voilà. Mais je reprends en disant qu'il y a encore beaucoup à faire, c'est nouveau.
et donc nous y attelons. Le Conseil n'avait pas de département, je dirais comme ça, de suivi-évaluation. Donc ça montre l'importance de la question pour le Conseil même. Moi, j'ai intégré le Conseil qu'en janvier 2025 pour les questions de suivi-évaluation. Et donc, je suis très contente d'être passée. Peut-être pas, je n'ai pas suivi tout le forum, mais la question de l'évaluation, par exemple, sensible aux jeunes, moi, je dis, on ne la connaît pas. On ne connaît pas les indicateurs, quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour analyser la situation. Donc, je dirais que c'est aussi mon plaidoyer. Est-ce que nous pouvons recevoir des formations, des renforcements de capacités pour nous aider nous-mêmes dans nos processus d'évaluation et notre capacité à analyser aussi les politiques publiques. Donc c'est aussi un plaidoyer pour le Conseil national des jeunes qui représente plusieurs organisations de jeunesse. Donc ce serait une formation aussi pour renforcer les capacités des organisations de jeunesse en matière d'évaluation. Merci. Merci Madame Chérifo. Votre plaidoyer est arrivé, en tout cas, vous l'avez fait au bon endroit, vous avez à côté. Pour les questions, vraiment des questions pertinentes, donc je vais essayer de répondre d'une manière groupée. Globalement, évidemment, nous sommes disponibles pour travailler et continuer à travailler avec vous en termes de méthodologie adaptée, donc pour ce qu'on appelle les évaluations sensibles à l'enfance. Les bonnes pratiques existent dans notre continent et en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc des bonnes pratiques qui systématisent en fait la participation des enfants, mais selon bien sûr spécifiquement en tenant compte de l'âge de l'enfant, puisqu'il y a il y a le cycle de vie qui doit être pris en compte. Et l'idée c'est de facto de pouvoir aussi avoir une approche intentionnelle. Donc quand on décline une évaluation, notamment en optimisant, comme le DG avait bien dit, les groupes de référence de l'évaluation avec bien sûr la participation par exemple des associations de jeunes ou des organisations qui travaillent avec les jeunes et les enfants. Donc ça c'est très important, donc ça c'est des bonnes pratiques. Dans cette même veine, bien sûr, les méthodologies qui visent, qui sont utilisées sont nombreuses. Elles sont des méthodologies qui mettent l'accent bien sûr sur la participation, qui donc est un principe phare donc de la Convention des droits de l'enfant, y compris de la Charte africaine du bien-être de l'enfant. Et l'importance donc des principes donc participatifs, c'est aussi en faveur de l'inclusion et en faveur d'une justice sociale et surtout donc en faveur in fine d'une Afrique qui se développe. C'est aussi en lien avec la question de des sensibilités culturelles. C'est important aussi de lui dire ça. Donc, d'où l'importance qu'on met l'accent en fait, et aussi de travailler davantage avec les associations de jeunes, évaluateurs émergents. Dans tous les bureaux pays d'ailleurs de l'UNICEF, des bonnes pratiques se font, et ces jeunes sont de facto impliqués dans les grandes évaluations que l'UNICEF fait, mais que l'UNICEF ne fait pas seul. Il faut quand même qu'on les rappelle, l'UNICEF agit dans le cadre de programmes de coopération avec les gouvernements dans les différents pays. Et donc, de facto, le groupe de référence est co-lead avec, bien sûr, avec la représentation du gouvernement, selon la catégorie de l'évaluation. Donc, l'avantage de déployer, d'utiliser des méthodologies qui sont adaptées, nous permettent aussi de pouvoir identifier, en fait, quels sont les défis et les obstacles et comment les politiques et programmes impactent-ils le quotidien des enfants. Donc c'est vraiment une nécessité au vu des chiffres dont je parlais très tôt. Sans cela, nous ne pourrions pas progresser. Hein. Moi, je suis aussi économiste de formation, donc je suis quelqu'un de très, très pratique et terre à terre, dans le sens où si nous voulons que l'Afrique progresse, il faut de facto. Donc moi, j'aimerais plaider pour une approche intentionnelle. Et souvent, quand on parle beaucoup des prises en compte transversales de l'enfant, j'ai du mal à l'accepter. Je pense que l'Afrique est un continent jeune et que l'enfance et la jeunesse doivent être au centre des différents programmes et politiques de développement. Parce que de facto, c'est l'avenir du pays. Il n'y a pas de recette miracle en matière de développement économique. On l'a vu dans les pays d'Asie, l'investissement dans le capital humain, de manière systématique, c'est ce qui a permis de voir le miracle économique. Et nous devrions aussi ne pas réinventer la roue, mais plutôt mettre le paquet là-dessus.
Donc, approche intentionnelle, approche de mettre dispositif, de mettre les enfants au centre des réflexions, y compris dans des politiques. Et c'est pour cela que je salue donc la participation diversifiée au cours de ces panels, et y compris des partenaires au développement, notamment la African Development Bank, de IDF, avec lesquels également nous collaborons dans ce domaine. Donc voilà. Alors, en termes donc de la question liée à Evaluus, bien sûr, comme je le disais, ce qu'on appelle les Young and Emerging Evaluators sont présents, sont accompagnés par les différents bureaux de l'UNICEF dans la région et ailleurs. Et nous avons, au niveau régional, nous sommes en train donc de plus ou moins avoir une approche. Le bureau régional de l'UNICEF a signé un accord de collaboration, de partenariat avec le CESAC, vous connaissez le centre régional, qui est un centre régional, bien sûr, de l'espace IOMA, mais aussi qui est utilisé par plus de 20 pays francophones, ce qui est important, donc qui a une capacité. Donc l'enjeu, c'est de faire promouvoir dans le cadre de ces partenariats ce qu'on appelle des systèmes de stage, des systèmes d'accompagner les Young and Emerging Evaluators, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en progrès. Le travail avec les universités également, c'est très important. Beaucoup de bureaux pays travaillent avec les universités, nous accompagnons. J'ai bien pris note avec l'université de Kara au niveau de Togo, etc. Donc il y a des bonnes pratiques, et c'est peut-être là aussi que le bureau régional de l'UNICEF, avec vous, pourrait aussi faciliter un peu ces échanges, des bonnes pratiques sud-sud, etc. Donc voilà, merci beaucoup, et je m'arrête là pour le... Merci. S'assurer de leur participation, de leur contribution, mais aussi en tant qu'acteur. Une question, j'ai mis une petite minute, j'aimerais répondre à Madame posée. Une question très importante pour nous. Je pense que Monsieur le représentant a aussi rappelé qu'il n'y a pas longtemps, il y avait un atelier très important autour de l'utilisation des évaluations et l'utilisation également en déployant les artificial intelligence avec bien sûr le Parlement. Je pense que cela nous permet d'entamer un partenariat très intéressant, et l'UNICEF multiple, que ce soit au bureau régional, que le bureau pays reste disponible. Je pense que c'est une très bonne opportunité. Merci. Merci. La collaboration avec... Merci beaucoup. Alors, je voulais quand même, avant de répondre à cette question, revenir. J'avais pensé que la question de l'honorable nous était adressée. Comme on est toujours en train d'approprier la loi, je voudrais préciser que dans cette loi, il est prévu que chaque année, on puisse faire la synthèse des évaluations et qu'un rapport soit présenté au Parlement. Comme on est au stade, au premier stade d'opérationnalisation, il est clair que vous n'avez pas encore reçu les rapports, mais c'est prévu. Et indiquer que on a fait un ensemble de travaux avec l'UNICEF. Tout à l'heure, j'ai entendu le vénérable Ouattara parler des partenariats avec l'UNICEF. Nous avons fait une évaluation avec l'UNICEF qui consistait à exploiter les données du recensement général de la population. Vous étiez en train de parler des enfants, et ça rentre dans le cadre de l'école gratuite, et ça nous a permis d'indiquer que nous avons aujourd'hui environ 3 millions de jeunes ivoiriens qui sont en dehors du système éducatif. C'est une évaluation que nous avons faite, ça fait partie des analyses approfondies que nous avons faites avec l'UNICEF, et dans le cadre des évaluations que nous allons consolider, ça fera partie des synthèses qui vont être faites et présentées justement au Parlement. Indiquer que la loi prévoit ces dispositifs, nous avons l'obligation de produire un rapport de synthèse chaque année de l'ensemble des évaluations. Nous les transmettons à l'inspection générale d'État qui fait des contributions. Ils passent au gouvernement et ensuite nous les transmettons bien entendu aux deux chambres du Parlement. Je voulais juste préciser cet aspect, mais revenir sur des aspects, vous savez, c'est à dessein que j'ai indiqué tout à l'heure que les données sont importantes, parce que c'est les données le point de départ. Si vous voulez avoir des politiques publiques qui ciblent ou sensibles aux jeunes, il faut des données suffisamment désagrégées. Et c'est en cela, nous appuyons un peu sur le mandat de l'UNICEF, qui nous aide dans le cadre de ce processus-là à avoir des analyses basées sur l'ensemble des droits des enfants. Et je l'ai indiqué tout à l'heure, et dans le cadre de la préparation du plan national de développement,
nous nous sommes appuyés, bien entendu, sur les différentes évaluations, l'analyse CITAN et l'ensemble des analyses approfondies dont nous avons parlé, l'ensemble des privations des enfants, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la nutrition, que ce soit les autres droits spécifiques des enfants. Nous faisons des analyses approfondies qui nous permettent de concevoir et de cibler nos politiques. Et d'ailleurs, nous avons un processus qui est devenu plus ou moins permanent aujourd'hui avec l'UNICEF. Vous savez que l'un des instruments d'opérationnalisation des politiques publiques, des PND que nous avons, c'est le programme d'investissement public. Et nous avons aujourd'hui, chaque année, quand nous faisons le programme d'investissement public, nous avons dans le cadre de l'inclusion sociale, nous faisons également à notre collègue du Togo l'analyse du budget sensible aux gens, aux enfants. Et c'est des éléments que nous utilisons pour affiner nos instruments de programmation des investissements publics pour que tous les programmes d'investissement public, parce que le programme d'investissement public, c'est l'outil d'opérationnalisation, bien entendu, de la politique publique, pour que nous ayons des projets et programmes dans le programme du gouvernement qui ait un impact sur les jeunes, les femmes et les enfants. Donc, c'est un peu des éléments que nous utilisons pour que nous puissions avoir un meilleur impact sur les jeunes et les enfants. Ça, c'est cet aspect que je voulais indiquer. Mais une leçon importante, tout à l'heure, on a parlé des études qu'on a eu à faire avec l'UNICEF dans le cadre de la COVID. On a parlé de la cartographie corporelle, mais je voulais indiquer, et ça, je pense que nous sommes à une plateforme, un réseau où il est bon de partager les expériences. Très souvent, nous faisons des évaluations. Et l'un des éléments que nous avons noté avec les chercheurs, il faut retenir que quand on fait des évaluations, nous appelons quelquefois la recette action. Et nous avons, dans le cadre de notre collaboration, quelles sont les leçons qu'on tire? Quelles sont les recommandations? Il faut avoir à l'esprit que nous faisons des évaluations pour concevoir des politiques publiques. Et très souvent, on reste à des évaluations. Et quelquefois, nous avons travaillé avec des universités, des centres de recherche. Quand on a les résultats des évaluations, après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, nous avons demandé de plus en plus qu'on puisse faire des policy briefs qui synthétisent, capitalisent un peu l'ensemble des leçons pour qu'on ait des recommandations de politique publique. Ça, je voulais insister sur cet aspect pour qu'on sorte ici avec cela. On ne fait pas des évaluations pour des évaluations. Il faut pouvoir tirer les meilleures leçons, les meilleures recommandations de politique publique. Voilà un peu des aspects sur lesquels je voulais insister. Je sais que le temps est limité, on a beaucoup de choses à dire, oui. Mais voilà un peu la dynamique dans laquelle nous sommes. C'est un processus qui comprend un peu l'ensemble des parties prenantes. Nous sommes en train de le mettre progressivement en place. Et c'est pourquoi j'ai indiqué ce matin que c'est important que le Parlement joue sa partition. Et nous, pour tout ce qui concerne les évaluations internes, parce que le défi, c'est le financement. J'ai noté tout à l'heure le Parlement et autres. Nous allons continuer le processus de renforcement des capacités parce que nous notons qu'il y a nécessité de renforcer les capacités de l'ensemble des parties prenantes, y compris le Parlement. C'est pourquoi l'année dernière, nous avons conduit au niveau du Sénat un atelier de renforcement de capacités. Et nous allons continuer ce processus de renforcement des capacités. Un dernier point sur lequel je voulais revenir, Madame la modératrice, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'évaluations. Et il est important de mettre en place une plateforme de gestion des connaissances de l'ensemble des évaluations. Et c'est un processus dans lequel nous sommes engagés au niveau de la direction générale du plan. Nous allons mettre en place cette plateforme qui permettra de consolider, de capitaliser l'ensemble des évaluations qui sont faites pour qu'elles soient diffusées à l'ensemble de la communauté des praticiens de l'évaluation. C'est ce que je voulais juste indiquer. Et merci, vous remercier, ça a été un plaisir. Donc, à la suite du directeur général, il a été demandé à l'Assemblée quel est le mécanisme qui est mis en place, n'est-ce pas, pour parler des évaluations de politique publique sensibles aux droits de l'enfant. Et je pense que
lors de ma première intervention, mais j'ai parlé déjà de toutes les actions qui ont été posées par l'Assemblée, notamment notre adhésion donc, à la Convention internationale des droits de l'enfant et la charte donc, africaine des droits de l'enfant et du bien-être. Et j'ai parlé des politiques publiques donc, en faveur de l'enfant. Et j'ajoute même encore, c'est-à-dire que la politique de jeunesse mise en place par le gouvernement, donc à raison de 606 millions de dollars, soit en moyenne 1 milliard par mois. Voilà, et pendant toute cette année. Donc, c'est dit ô combien l'enfant, l'adolescent, le jeune est mis au cœur du développement. Bien, pour développer des politiques publiques en faveur des enfants, il faut des données factuelles. Le Vénérable a parlé tout à l'heure de la gratuité ciblée. D'où est venue cette gratuité, mais ciblée? Mais c'était lié aux mortalités infanto-maternelles. Comme Mme Koné donc a parlé du couple mère-enfant, ça me permet d'aborder cette question-là. Mais il y avait des données. Malgré l'existence d'un plateau technique et des ressources humaines, on constatait qu'il y avait constamment des décès donc maternels et infantiles, et surtout des décès des enfants jusqu'à 6 mois. Donc on avait un taux donc élevé de décès. Donc ça justifiait une politique publique. Donc il y avait des données factuelles. Il y a aussi qu'on parle de l'école gratuite. Parce que jusqu'à arriver en 6e ou 3e, on constatait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui sortaient du circuit. Mais pourquoi? Parce que donc, on trouvait que l'éducation était chère. Et donc à la fin, on se retrouvait donc avec beaucoup de jeunes hors circuit. Donc ces données-là ont permis, n'est-ce pas, de développer une politique publique en faveur de l'éducation. Ça sera la même chose, n'est-ce pas, pour les questions mais sensibles aux droits des enfants. Donc, à partir de ces données-là, mais je pense que donc on peut donc quasiment faire un plaidoyer auprès du Parlement en vue, n'est-ce pas, de prendre des dispositions pour des politiques publiques donc en faveur des enfants. Surtout que le gouvernement même s'inscrit dans cette logique, donc avec toutes ces actions et ces politiques vraiment qui sont mises en place. Merci bien. Merci beaucoup, honorable. Donc, qui dit droit de l'enfant dit aussi devoir des enfants. Ça, je l'ai retenu de monsieur qui a demandé à ce niveau-là, donc je voudrais revenir juste un peu dessus. On a été contacté par une fédération dans le Tchologo qui nous a sollicité parce qu'en son sein, elles avaient plusieurs mères qui se retrouvaient avec des enfants au collège enceintes. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant qu'acteurs de la société civile pour les aider à canaliser ce niveau-là? Nous nous sommes mis à écrire, à sortir des critères et autres pour dire qu'on allait faire une activité de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire et de formation sur l'hygiène corporelle de la jeune fille et des adolescentes. Mais ce dont on n'avait pas tenu compte, c'était d'impliquer les enfants eux-mêmes dans les critères de sélection. Au lieu de dire qu'on allait juste prendre les élèves qui étaient au lycée, au collège et autres, les jeunes filles, pour les former et puis les accompagner, il fallait tenir compte de l'avis de ces enfants-là qui allaient nous ouvrir les yeux pour dire qu'il faut toujours les impliquer depuis la base sur tous les projets qui allaient être appliqués à ces enfants-là en matière de politique. Et donc, on a sélectionné certaines jeunes filles, des adolescentes à ce niveau-là, pour échanger avec elles sur le fait qu'on allait faire cette activité-là avec elles. On a eu parmi elles, selon leur avis, qu'il fallait aller, pas se limiter au collège, mais redescendre au niveau de l'école primaire,
jusqu'à la classe de CE2, CM1, CM2, parce qu'elles ont leurs petites sœurs qui sont précoces, qui commencent déjà à avoir les menstrues, qui sont très précoces et qui peuvent être souvent détournées parce qu'elles sont naïves. Et ensuite, elles nous ont dit, ce n'est pas nos mamans que vous devez inviter pour nous accompagner dans cette activité. Ce sont nos camarades de classe, les jeunes hommes avec lesquels nous fréquentons, qui doivent être impliqués aussi pour cette activité de formation et de sensibilisation aux grossesses en milieu scolaire et de sensibilisation à la formation sur tout ce qu'on appelle hygiène corporelle. Vous voyez, c'est pour dire que c'est vrai, on parle de droits des enfants. Les enfants ont aussi leur devoir. Les impliquer dès le bas âge nous aide à avancer plus. Et en matière d'évaluation, c'est pour ça que le RIFEVAL tente à partir des journées féminines de l'évaluation qui a été initiée, d'impliquer la jeunesse, les adolescents, parce que nos critères c'est de 16 à 40 ans maximum, de faire des championnes en évaluation, surtout à l'intérieur dans toutes les régions, pour qu'elles puissent soutenir effectivement cette politique qu'on met en avant pour pouvoir avancer, pour permettre aux jeunes filles, aux jeunes en général, de pouvoir avancer sereinement et de devenir vraiment des jeunes, des guerriers de demain que nous souhaitons tous avoir. Donc je vous remercie à tous et c'est un appel pour ceux. Les impliquer, mais aussi de la même manière qu'on œuvre pour la réalisation de leurs droits, regarder quels sont les devoirs qu'ils ont, très important. Donc nous arrivons au terme de ce panel. Merci vraiment pour tous ces échanges très riches. Je pense que les échanges de ce panel nous ont montré que l'évaluation ne doit pas seulement être un exercice technique, mais un outil stratégique et participatif. Nous avons retenu également qu'investir dans l'évaluation, c'est investir dans une gouvernance plus juste, des politiques plus efficaces et un avenir plus inclusif. Merci à nos panélistes, merci vraiment. À vous tous pour l'attention, mais également les contributions très pertinentes. Ensemble, continuons à faire entendre la voix des enfants, des adolescents et des jeunes dans toutes les décisions qui les concernent. Je vous remercie. C'est cool, c'est mon bon petit, comme on dit, c'est une façon de parler.